Tu te vois pas. Donc, en fait, il faut que tu regardes là, maman. Là. Pas là. Là. Ok. Ça enregistre, là. Ça, on essaie, donc on fait là. Ah, non, direct, hein. C'est spontané. Yeah, stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay. Oh my, yeah. Talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? Hey, hey, hey. Je suis excitée. Je vais vous mettre. Bonjour tout le monde, en effet je suis excitée. Je quitte la région parisienne pour la Guyane. Je vous laisse imaginer, entre les valises, les documents, les proches et amis à voir avant de partir. Le temps passe et nous voilà déjà le jour de mon départ. Je brûle l'impatience de retrouver ma Guyane, qui est mon âme, mon passé, mon présent et sans aucun doute, mon futur. Guyane, je t'embrasse et je te dis à très vite. Je présente maman, Made in Guyane. Comment tu sens tous les journées? À toi. Ça commence bien, comme vous le constatez. Ma mère est très drôle. Moi, de plus en plus, j'aime pas ma narine. Je te jure, j'aurais refait mon nez. Alors, je suis arrivée en Guyane, enfin. C'était son aujourd'hui. C'est toi que je parle. Ah, je me sens bien, j'ai bien dormi. Moi, tu sais que je vais te témoigner et je vais te faire une interview. Oui, il est bien interview. Et des lèvres. Deux par deux. On va me manquer un gigot. Donc voilà, donc ma maman. Je suis très très fière d'elle. T'es fière de toi, chérie? Comme dit, c'est mon imposant. Allez, 1, 2, 3. Hello tout le monde, alors me voici après un mois de passé. Je tiens à m'excuser parce que je pensais mes vidéos étaient prêtes, mais au final j'ai changé mon programme, donc du coup j'ai invité ma maman. Maman bonjour. Bonjour Neila. Donc j'ai invité ma maman sur ma chaîne pour qu'on puisse témoigner ensemble de la méningite parce que je pense que tout le monde a envie de savoir. Donc du coup, la méningite, je vais vous expliquer en grande ligne avec maman. Donc ma mère elle donnera son témoignage et moi je donnerai le mien en tant que enfant en situation de handicap. On va enlever nos lunettes. Mais bon, en même temps, pardonnez-nous parce que bon, vous voyez bien qu'on est dans un cadre idyllique, il y a du soleil et ça fait vraiment mal aux yeux quand on regarde la caméra. Donc maman, est-ce que tu peux te présenter brièvement en disant qui tu es? Bonjour, je m'appelle Claude, je suis la maman de Neila. Comme on dit, il n'y a pas de témoignage sans délivrance. Donc, raison pour laquelle que je suis là aujourd'hui pour témoigner sur la méningite de Neila. Alors, à savoir que la méningite, je l'ai eu à l'âge de 4 ans. Nous étions en métropole, à un moment, c'est ça? Oui, c'est ça, à Lyon. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Et quel était ton état d'esprit à ce moment quand je suis tombée malade? Quand cela s'est passé, bon, moi j'étais très jeune maman, puisqu'elle a été Neila est mon aînée, et sans savoir que c'était la méningite quand la maladie s'est déclarée sur Neila. Entre temps, moi j'attendais mon deuxième enfant, c'est passé, mais moi j'étais très calme, j'ai été bien entourée quand même, et à la fin, je ne pouvais plus supporter de voir Neila qui devenait, à l'âge de 4 ans, qui est passée au stade bébé, puisque
au stade bébé, puisqu'elle se mettait à convulser, donc je ne comprenais rien. Mais je suis restée quand même dans la foi. Je suis restée vraiment dans la foi. Mais ne pensons pas que ça pouvait aller jusqu'à la mort. Bon, là, les premiers instants sont passés. Bon, j'ai été vite pris en charge par le CHU de Lyon. Mon pronostic vital était engagé. Est-ce que tu as pensé une seule fois que je pouvais mourir? Toute ma famille était à Paris et une fois arrivée, donc on m'annonce que ma fille ne passera pas cette nuit, elle ne passera pas cette nuit. Et quand ils m'ont dit ça, je ne réalisais pas qu'elle pouvait partir. J'ai dit mais non. Donc pour moi, je n'ai pas pris ça à la légère, mais pour moi, je ne voyais pas la place de la mort pour cette maladie pour Neila. Et après, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont dit venez voir, genre vous ne voulez pas croire, mais venez voir. Et quand j'ai vu l'état, j'ai vu comment elle était dans le berceau qui fait genre petit cercueil, en fait, à tous les coups, j'ai refusé. Tout ce qu'on me disait, je refusais. Je refusais sans les contredire, mais je refusais. Au fond de moi, je refusais et je leur disais. À un moment, j'ai dit non. Et arrivé, et ils m'ont demandé le corps sera transféré, sera où pour le corps? On fait les démarches pour la Guyane. Donc j'ai dit, écoutez, ça sera pour la Guyane. L'adresse, puisqu'on me demande l'adresse, mais au fond de moi, je n'ai pas envie de donner parce que je sais qu'il n'y aura pas de mort. Et donc j'ai donné parce qu'il fallait donner, il fallait tout mettre sur la feuille entre-temps. J'ai appelé ma famille sur Paris qui a complètement refusé d'entendre ce que je disais parce qu'ils me disaient que toi tu prends ça à la légère, mais la méningite c'est quelque chose d'assez sacré. Quand ils ont vu que ça s'empirait puisque là elle est complètement dans le coma, là elle dort, là elle est dans le coma et madame ne parlait plus et elle bougeait à peine et de là moi, comme j'attendais mon deuxième enfant, donc du coup ils m'ont hospitalisée dans le même hôpital et pour déclencher cette grossesse qui était très dure aussi. Donc, attends, maman. Donc, tout ça, c'est qu'en fait, tu étais. Donc, il y avait moi qui était oui, j'étais dans le coma. Tu étais enceinte et tu étais à terme. Non, je Tu n'étais pas à terme. Je n'étais pas à terme. Donc, tu n'étais pas à Il fallait terme. sauver l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu as subi un accouchement, une césarienne. Enfin, on t'a accouché. Enfin, c'était quoi? Comment tu. Très compliqué. Parce qu'il fallait gérer, du coup. Il fallait gérer et la douleur physique et la douleur émotionnelle. Ça a parce doublé. que, ouais. Ça a doublé. Donc, puisque dans l'oreille droite, j'ai ma belle-sœur qui me donnait des nouvelles et comment elle est née là et qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et de l'autre côté, les médecins, les professeurs qui faisaient tout pour sauver le bébé. Moi, donc, j'avais deux grosses charges. J'avais Neila et l'accouchement qui était très, très, très difficile. Et là, j'étais seule. Pour le coup, j'étais vraiment seule. À quel moment t'as annoncé que mon état de santé était stable? Alors, c'est après l'accouchement, le lendemain, après l'accouchement. Et j'ai demandé à voir Neila. On m'a dit que ce n'était pas possible de la voir. J'ai dit, elle est comment? On m'a dit, à mon avis. Alors, j'ai dit, à mon avis, elle est là. Ils m'ont dit, effectivement, elle a passé sa nuit, elle a fait sa nuit. Et quand ils m'ont dit ça, donc, ils souhaiteraient me rencontrer. Il était toujours dans le coma, mais il est resté 4 jours dans le coma quand même. Et au bout de la 2e semaine, on m'annonce que son corps a été très touché. Que si bien, et c'est de là qu'on m'annonce qu'elle sera amputée. J'ai dit non, elle est trop petite, je ne pourrais pas supporter cela. Donc j'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit je ne veux pas. Et le médecin, Madame James, qui m'a dit je vais faire autrement. Mais quand elle a vu comment j'étais déterminée, je ne voulais pas, elle m'a dit écoutez, on fera de tout de nos mieux pour qu'elle reste avec sa jambe. Mais là, tu étais jeune. Tu étais jeune, tu n'étais pas une femme, la femme spirituelle que tu es aujourd'hui. Ta foi, est-ce que tu avais cette même foi que tu avais auparavant? Non, je n'avais pas. Quand Neila est tombée malade, j'avais la foi. J'y croyais fortement. Que si bien que quand elle s'est levée, les docteurs m'ont appelé en me disant est-ce que j'étais croyante. Je leur ai dit oui. Ils m'ont dit est-ce que je crois au gris-gris. Et je leur ai dit non. Ils m'ont dit madame,
je vous conseille de prendre votre fille et de faire le tour de la France à pied. Je Pour le te répète. couper, maman, à ce moment-là, j'étais sauvée. J'étais sauvée, j'étais tirée d'affaire, on va dire. Ouais. Cicatrices que Nella a actuellement, ce sont des plaques de sang, des plaques qui ont été grattées parce que c'était avec les artères bouchées qu'elle avait. Et la chance qu'elle a eue, c'est qu'ils ont eu le temps de comprendre pour les gratter rapidement. Je ne sais pas si vous avez compris le début de la vidéo dans la voiture. J'explique à ma mère que j'étais complexée de mon nez. Parce que bon, j'avais une perfusion au niveau du nez, c'est ça, donc qui m'a brûlé le nez, la narine, et qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que je suis pas complexée, mais quand je me regarde, je vois bien que que j'ai une narine qui est légèrement à gauche, enfin, elle est légèrement un peu sur le côté, qui fait que ma narine elle n'est pas symétrique à l'autre, quoi. Donc, voilà, j'ai des cicatrices au niveau du nez, au niveau du coude et au niveau de mes jambes. Les années sont passées, je suis rentrée en centre de rééducation, j'étais maintenant en situation d'handicap. Comment toi as-tu géré l'aspect administratif? Est-ce que tu t'es senti encadré par l'équipe médicale ou même par l'État, hein, parce qu'il y a quand même aussi des aides par rapport à ça, familiale, comment tu t'es senti délaissé, pas délaissé, voilà, et parce qu'en plus tu avais ton deuxième enfant qui est maintenant ma sœur, donc comment t'as géré ça? Comment t'as géré cette partie-là? Eh ben, écoute, je ne peux pas dire il n'y a pas eu trop de difficultés parce que j'ai été bien entourée, j'avais du monde avec moi. Il y a ma sœur qui m'a proposé, elle m'a dit, écoute, la vie continue, poursuit et moi, administrativement, je m'en occupe. Donc, tu me signes une décharge et puis ça a été comme ça. Et que Néla a passé beaucoup de temps en métropole pour les soins. Mhm. Donc ta famille, tout le monde, tu t'es Ma pas senti famille, délaissé, non, quoi. et Néla non plus, il fallait qu'on soit avec elle. Donc, si c'était pas cette sœur, c'était une autre. Après mon frère, donc, moi, j'étais pas seule et Néla n'était pas du tout seule à l'hôpital, dans les hôpitaux. Et l'aspect administratif, est-ce que tu avais des aides? Oui, Est-ce que tu j'en avais ai des eu. aides? C'était pas trop compliqué de suivre mon dossier médical à distance? Non, alors, en ce qui concerne l'aspect administratif, il n'y avait pas de problème. Donc, mes portes étaient ouvertes, en fait. Les portes étaient vraiment ouvertes. D'accord, en plus, bon, parce à cette période-là, je ne marchais pas, hein. Tu étais quand même sur la chaise roulante. Voilà, j'étais sur une chaise roulante. Et tout ça, ce sont des choses que je refusais. Je ne voulais pas de chaise roulante. Je me suis battue spirituellement pour cela, parce que je ne voulais pas. Et je me suis battue spirituellement, mais je ne savais même pas que je me battais spirituellement. D'accord, ok. Parce que je On est n'étais bien. pas encore vraiment comme je suis aujourd'hui. Et de la chaise roulante, on est passé aux béquilles, C'est ça, au fur et à mesure. au fur et à mesure. Et aux béquilles, je trouvais jeune avec béquilles, ça me dérangeait. D'accord. Ça me dérangeait, mais il fallait rester forte devant elle. Et après de béquilles, jusqu'à ce que Néla, à l'âge de 10 ans, elle a pris la décision qu'elle ne voulait plus marcher avec les béquilles. Et ça, elle a été dans mon sens et qui fait on les a placés dans un coin. Mais je suis passée de lit à chaise roulante, à béquille, après réopération, hein. J'ai été Opération réopérée plusieurs fois. à Kourou quand je vivais en Guyane. Voilà, plusieurs opérations. Voilà, il fallait que je marche sur mes deux pieds. Et pour ça, il y avait un cheminement quand même, il y avait un cheminement au niveau médical. Comment toi, en tant que maman, tu gérais le regard des autres? Parce que je vais en venir, on discute, mais on est là aussi pour témoigner, hein, pour témoigner sur deux gros aspects. Les cicatrices que moi j'en ai aujourd'hui, et sur la résilience, pour dire que malgré les événements qui peuvent être traumatisants, qui peuvent être tragiques, il faut quand même relever la tête, il faut quand même avancer parce qu'on est en vie. Et on est en vie, on est là pour un laps de temps. Donc, prendre conscience très très vite après ce genre d'événement, si je peux dire. Il faut prendre conscience et se relever. Donc, je vous rappelle un petit moment pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc, maman, le regard des autres. Parce que toi, en tant que maman, bon, toi, tu es une belle femme, tu n'as pas de cicatrice. Et moi, j'étais enfant, adolescente et de mémoire, c'était violent pour moi, cette période-là. Comment tu gérais le regard des autres vis-à-vis sur moi, en fait? C'était pas simple pour Néla, mais c'était simple pour moi.
C'est ça. En C'est fait, important de le à dire. sa place, pardon, je ne me mettais pas à sa place. Mais pour moi, je ne voyais pas le problème, donc il ne fallait pas qu'elle voie le problème. Que malheureusement, C'est nous ça. sommes, Lila et moi, c'est le jour et la nuit. Côté caractère, hein, mais Côté caractère. on est fusionnel. Fusionnel. Mais déjà, de par mon tempérament, je suis une personne très calme. Ma mère, elle est calme, mais elle a ce côté où est-ce qu'elle fonce. Elle fonce. Moi, je vais regarder à gauche, à droite, ma mère, elle fonce. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse être celle que je suis aujourd'hui? Alors, je lui ai dit, écoute, on va mettre les shorts, les petites robes. Elle veut pas mettre, elle veut pas se, elle veut toujours rester couverte. Et ça, je lui disais, non, tu es une très belle fille. Il était hors de question que tu sois tout le temps couverte. Je me suis dit, mais non, mais non, mais non, ma fille, ça va pas le faire. Une jolie fille comme toi, mais je lui disais tout le temps, je la rassurais. Qu'elle était une belle fille. Et les cicatrices, ça n'empêchait pas de rester une belle fille. Et après, on a commencé petite robe, petite jupe. Et mademoiselle, elle est à l'école à cette époque, à l'école Barthélemy. Arrivée, Lila qui pleure parce que les enfants ses collègues se sont moqués d'elle en lui disant qu'elle avait des plaies, ça sentait pas bon, c'était pas beau. Et comme Lila, elle était très timide quand elle était petite, quand elle était beaucoup plus jeune, donc ça m'a pas plu. Alors, madame qui rentre, comme elle dit, je rentre, par contre, je frappe avant de rentrer. Mais là, j'ai pas frappé, je suis rentrée et j'ai demandé à voir son enseignant. Et quand je l'ai vu, donc tout de suite, j'ai raconté la scène. J'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Je suis allée voir le directeur. Tout de suite, le directeur a appelé les parents, appelé les enfants déjà, et faire un mot aux parents. Et là, je me suis sentie très soulagée par rapport à cela, parce que je voulais que cette école, que les enfants, que ces collègues l'acceptent telle qu'elle est. Et depuis, j'ai dit, on va continuer. Donc, plus de pantalon. Je donnais de loin en loin le pantalon, c'était le short. Elle pleurait. Des fois, elle n'était pas contente, jusqu'à ce qu'elle a accepté. Et je lui ai dit, voilà, t'es une belle fille, il faut. Et quand on sortait avec, elle était bien habillée, avec sa petite robe, sa petite jupe, bien son short. Effectivement, bien évidemment, les yeux seront sur Neila. Et ce regard-là, je pense qu'elle était... Je l'ai très mal vécu. D'accord. En tout cas, maman, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus complexée. Je te remercie pour ce travail-là et je ne me rendais pas compte, je me rendais pas compte. Donc vraiment, si vous avez une personne autour de vous qui est complexée par ces cicatrices, je pense que l'entourage, ça compte beaucoup. Moi, c'était ma mère qui était mon essence. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a poussé à ne plus être complexée. Et dites-vous que ma mère, elle a fait ce travail-là. Donc, elle a fait ce travail de 12 ans, tu as fait ce travail-là. Donc, j'étais complexée. Alors, à l'adolescence, c'était mort. Et déjà, je me cachais parce que ma mère me disait de mettre des jupes. Mais il suffisait qu'elle partait. Moi, je passais derrière, je remettais. Donc, le travail, il était fait, mais il n'était pas fait en profondeur. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est seulement à mes 28 ans, donc là aujourd'hui j'ai un âge, à mes 28 ans, donc vous imaginez de 12 ans quand même à 28 ans, que j'ai compris, que j'ai réalisé, que j'ai accepté ces cicatrices-là, parce que même si je les acceptais, mais c'était pas encore simple. Je sentais que j'étais encore complexée. Je regardais plein de témoignages sur la méningite et je voyais les séquelles. Je voyais comment les gens sortaient de la méningite amputés, qui sont morts carrément, et puis qui sont morts, qui n'ont même pas ce que j'ai en fait. Et moi, voilà, c'est ce que ma mère aussi me disait, mais je prenais pas conscience en fait. Je prenais pas conscience de cela et j'ai réalisé en fait que la méningite, les gens mouraient, les gens mouraient, les gens ne vivaient pas. Donc j'ai compris que j'avais quand même la chance d'être en vie. J'ai compris que j'avais quand même la chance d'avoir mes deux jambes. Et j'ai compris que j'avais la chance d'être en fait celle que j'étais. Bon, j'étais quand même... Néla, il faut que tu avances, il faut que tu réalises que tu es un témoignage de vie. Et lorsque j'ai pris conscience de cela, tout de suite, j'étais plus la même. Jusqu'à au moins 6-7 ans, je n'ai aucun souvenir. Donc, c'est quand même 3 années de ma vie où on me demande, je ne pourrais pas vous dire comment je me suis sentie. Vraiment, la mauvaise expérience que j'ai eue, c'est à l'âge de l'adolescence.
Parce qu'il fallait dealer entre le fait de grandir, le regard des autres, et vous savez, changer de... Un moment, j'étais en Guyane, après, j'étais en métropole, C'était le moment le plus difficile pour moi, c'était le regard des autres. Ça, je n'arrivais même pas à accepter. À chaque rentrée, je rentrais en retard par rapport aux soins. Il fallait me présenter, je pleurais à chaque fois. Parce qu'en fait, j'ai habité aussi à Mana. Je me rappelle toujours que tout le monde était intrigué de voir une jeune fille arriver avec des béquilles. J'étais la seule dans l'école à être assistée. C'était frustrant. Tout le monde me regardait. Personne ne venait me poser des questions à l'école parce que là, ma mère était avec moi. Pendant mon enfance, c'était avec moi. Mais quand j'allais à l'école, j'étais toute seule. Ma mère, elle m'accompagnait devant la porte, mais après, j'étais toute seule. Et puis les professeurs n'étaient pas là tout le temps avec moi. Donc le regard des autres, je l'ai vraiment mal vécu à cette période-là et qui a encore plus creusé mon complexe physique. Voilà, je vous ai exposé en gros comment nos témoignages face à la méningite, mon complexe des cicatrices. Aujourd'hui, je suis plus du tout décomplexée. Donc je m'exprime à toutes les femmes qui sont complexées. Que la cicatrice soit minime ou grosse, ce sont vos cicatrices. Les cicatrices, vous ne les avez pas eues, c'est pas pour rien que vous avez des cicatrices. C'est votre histoire. C'est votre histoire, donc regardez-la, contemplez-la. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de me regarder devant un miroir. Quand je le dis à mes 28 ans, je me suis regardée devant un miroir, toute nue. Je me suis mise à nu devant le miroir et je me suis regardée. J'essaie de comprendre, j'essaie de voir chaque trait, chaque ligne de mes cicatrices. Et ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, mon regard sur le miroir m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai réalisé que je ne me regardais pas assez. Et j'arrivais pas à dealer avec le regard des autres. Donc, j'ai commencé par là. Donc, commencez par là. N'hésitez pas à vous regarder nu pour essayer de comprendre, pour essayer de vous parler. Et vous allez voir que votre intuition, que votre être intérieur va vous parler et vous saurez quoi faire. Vous aurez des actions qui ne seront pas faciles pour vous, mais je vous assure que ça va vous aider pour votre futur. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à la femme que tu as été, à la femme qui t'a été, lui dire de manière spirituelle ou autre, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'elle puisse ne pas se sentir seule, ou comment elle pourrait vivre ces moments qui sont tragiques pour elle aujourd'hui? Oui. Alors, ce que je vais dire, il est petit, mais le fond est large, il est puissant. La foi. Ayez la foi. Moi, voilà ce que je peux vous dire. Ayez la foi. Parce que la foi guérit. Donc, voilà ce que je peux vous apporter. La foi, le courage. Je ne dis pas d'accepter toutes les situations, mais apprenez aussi à accepter. Parce que l'acceptation va avec la foi. Donc, ayez la foi, soyez courageux. Et croyez que c'est possible. Croyez, regardez-moi aujourd'hui. Je suis la même Neila, mais c'est deux personnes différentes. J'ai grandi, je suis une femme accomplie, si je peux le dire. Ma mère aussi a grandi avec moi, parce que moi, toi aussi, tu as quand même vécu cette épreuve-là. Donc, du coup, ma mère aussi a grandi, elle a refait sa vie. Donc, c'est aussi un témoignage d'espoir. Tu as refait sa vie, elle s'est mariée. Enfin, je veux dire que rien n'est... à partir du moment que l'on accepte, rien n'est figé. Ma mère, elle a accepté à son niveau, qui a fait que moi, j'ai accepté à mon niveau, qui, après la vie, elle a repris son cours. Donc, ma mère a repris sa vie. Enfin, je veux dire qu'elle a déménagé, elle a voyagé. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même une vie après ça. C'est parce que j'y ai cru. Voilà. Donc, moi, c'est pour cela que je dis, moi, ce que j'ai à vous dire, à vous transmettre aujourd'hui, la foi. La foi guérit. Je termine sur ces notes-là. N'oubliez pas, on vit, on love et on fait l'amour. Quand je dis on fait l'amour, les gens, c'est pas l'action. Soyez amour pour votre entourage et vous allez voir que la vie, elle va s'intimider, je peux dire. Maman, je fais un coucou, on dit au revoir, bisous, ciao, juste. J'ai eu chaud.